Violence dans le RER, 4 personnes blessées à coups de hache à Mouribucou. Oui, ça se passe ce matin en région parisienne, dans le RER E. C'était vers 8 h du matin, donc vraiment l'heure de pointe. Les rames étaient bondées. Et au moment où le RER s'arrête dans la gare de Ozoir-la-Ferrière, donc en Seine-et-Marne, vous avez une bande d'une dizaine de jeunes habillés en noir, avec le visage caché par des capuches, qui se sont introduits dans la dernière rame du RER, qui sont montés lourdement armés, puisqu'ils avaient une hache, une machette, une batte de baseball, un opinel, un sabre japonais, vous savez, ces fameux katanas, et des gazeuses. Et donc, à ce moment-là, d'ailleurs, le RER s'est arrêté, puisque quelqu'un avait tiré la sonnette d'alarme pour bloquer les portes. Probablement que c'est l'un des agresseurs. Et ils sont donc montés dans la rame et ils ont demandé aux passagers qui étaient présents, ceux qui venaient de Ponto Combo, ils leur ont dit il faut que vous descendiez de la rame, probablement pour leur casser la figure. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui étaient dans la rame n'ont probablement pas voulu descendre et donc ils se sont fait frapper à l'intérieur de la rame de manière extrêmement grave puisqu'ils ont été frappés à la tête, aux mains. Il y en a un qui s'est fait sectionner, enfin plusieurs qui se sont fait sectionner les mains. Un qui a par exemple reçu un coup de hache dans la tête. Il a eu quand même 6 points de suture. Et si vous voulez, à la fois, les armes utilisées et les parties du corps visé montrent que les auteurs voulaient à la fois les blesser gravement, voire les tuer. Donc à ce moment-là, il faut s'imaginer le mouvement de panique qu'il y a eu dans la rame. J'ai eu un témoin au téléphone qui me disait qu'il y avait du sang partout, c'était ignoble. On voit effectivement ces images qui ont tourné sur les réseaux sociaux qui montrent inadmissible. Vous voyez le sang qui coule. Les policiers arrivent rapidement sur place et là, ils arrivent très rapidement à avoir un prénom, le prénom d'un mineur qui serait un des suspects. Je ne peux pas donner son prénom parce que c'est un mineur, mais on va l'appeler par exemple Pascal. Et en fait, Pascal, ils ont son adresse et donc ils se rendent chez lui. C'est sa mère qui ouvre. Elle habite dans un appartement à Ozoir-la-Ferrière. La mère est là, avec le fils derrière. L'interpellation se passe sans encombre. Chez lui, on retrouve une hache, justement, un couteau, mais aussi des tenues noires qui auraient pu être utilisées au moment de l'agression. Et on a pu aussi saisir son téléphone. Alors, l'enquête, on ne sait pas encore grand-chose, mais ce qu'on pense, c'est qu'en fait, à ce stade, ce serait une histoire de rivalité entre quartiers, de rixes interquartiers, comme on dit, entre d'une part des jeunes d'Ozoir-la-Ferrière et probablement de Ponto Combo, puisque ceux qui se sont fait agresser venaient de là-bas. Et on sait qu'il y a déjà eu des antécédents par le passé. Et puis j'ai pu m'entretenir avec la mère d'une des victimes. Je l'ai eu au téléphone cet après-midi, c'est la mère de Riyad. Lui, c'est celui qui a reçu justement le coup de couteau de hache dans la tête. Et voici ce qu'elle me dit. Il faut que les parents surveillent vraiment leurs enfants. C'est pas possible d'envoyer son fils à l'école, puis d'apprendre qu'il a reçu un coup de hache en pleine tête durant le trajet, alors qu'il faisait sa rentrée puisqu'il était en vacances la semaine dernière. J'ai cru qu'il était mort quand on m'a appelé. Voilà ce qu'elle m'a dit. Catastrophique ce qui se passe. Michel Marie, une fusillade a éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi à Saint-Péret en Ardèche. Un jeune homme de 22 ans appelé Nicolas est mort après avoir été blessé par balle. Il s'appelait Nicolas Dumas, il avait 22 ans, c'était un rugbyman et ironie du sort, il était de la même équipe de rugby que Thomas qui a trouvé la mort dans les mêmes conditions il y a 1 an à Crépol. On en a parlé sur ce plateau. Ce soir-là, donc dans cette nuit de jeudi à vendredi, c'était une fête Halloween. La boîte de nuit, le Seven, était ouvert jusqu'à 5h30 du matin. Et à 2h30 du matin, Nicolas et d'autres personnes se trouvent dans une file d'attente pour pouvoir rentrer à l'intérieur de l'établissement. Survient une fusillade à l'extérieur sur le parking. Fusillade liée très probablement à un trafic de stupéfiants à laquelle Nicolas n'a rigoureusement rien à voir. Il est une victime collatérale et 2 autres personnes ont également été blessées dans cette fusillade. Catastrophique. La maman s'est exprimée, notre cœur est brisé, notre famille anéantie, nous avons perdu notre pilier, mes enfants ont perdu leur grand frère protecteur, nous sommes soutenus par notre famille de sang et notre famille de cœur, le rugby. Bravo, enfin on pense très fort à elle et c'est insupportable. Nekfeu, un rappeur connu français, accusé de viol et violence. Il a été, l'avocate Florence Fécom a annoncé son intention de porter plainte contre le rappeur de 34 ans, l'ex-compagne du rappeur, apparemment. Veut porter plainte contre lui. C'est Chano. Ouais, alors ça a fait énormément parler cette affaire. Et en plus, d'autant plus que Nekfeu, d'ailleurs il l'a dit dans un mot, c'est vrai qu'il l'a dit à un moment, j'ai moi-même dit un jour avec aplomb qu'il n'y avait pas de fumée sans feu sur ce sujet, mais la vie m'a montré qu'en de rares occasions, d'autres motivations pouvaient entrer en jeu. C'est mon cas aujourd'hui. Donc ça prouve bien qu'il faut... Après, on va voir ce qui se passe, mais c'est pas clair cette affaire, Michel Marie. Oui, alors c'est vraiment très très loin d'être clair. Tout commence ce week-end, dimanche.
une femme, une avocate, Florence Fécom, fait une communication sur X pour indiquer que sa cliente, donc qui est l'ex-femme de Necfeu, a déposé à plusieurs reprises plainte pour viol. Ils ont eu un enfant, ils sont en instance de divorce. Et elle considère que l'enquête n'avance pas, que les policiers n'ont pas pris la mesure de la gravité de la situation. Et bien, ça, c'est le début de l'histoire. Et puis en réalité, l'avocate de Necfeu, elle intervient également pour remettre un peu les pendules à l'heure, en disant que... remettre les pendules à l'heure pour elle. Oui, enfin, oui, elle fait... C'est pas les pendules à l'heure, parce que les pendules à l'heure, peut-être qu'elles ont été mises par l'avocate, justement, de l'ex-femme de Necfeu. Hein. Tout à fait. Voilà. Elle corrige, en tout cas, elle apporte, en tout cas, des informations pour dire, c'est également entre guillemets, la voix de Necfeu, que cette histoire ne colle absolument pas. Il nie catégoriquement les faits. Il explique en réalité qu'il est qu'il est en divorce, dans une situation de divorce, qu'il a les pires problèmes avec son ex-épouse qui lui a fait du chantage, qui lui a réclamé de l'argent. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est aussi ce que de l'autre côté elle dit. Donc je n'en sais rien. Mais je pense qu'il faut effectivement rester très prudent. Il y a deux versions totalement contradictoires parce que l'avocate de l'ex-femme dit qu'elle n'a pas porté plainte avant. Elle n'avait fait qu'une main courante parce qu'elle craignait des représailles, vu la notoriété de Necfeu, etc. Ça, c'est la première version de l'ex-femme. Et ensuite, c'est vrai que le divorce est difficile. C'est lui qui a obtenu la garde de l'enfant. Et lui dit, il y a eu plusieurs plaintes contre moi. Toutes ces plaintes ont été classées. Il y a juste une plainte pour faux et usage de faux qui est encore en cours. Donc là, on va voir ce qui se passe. Pour le moment, on en est juste au début. C'est communiqué contre communiqué. Mais... Et lui dit que son ex-femme est sous contrôle judiciaire, elle ne s'est pas présentée 8 fois à des audiences après avoir parlé de viol et qu'elle n'est pas dans la bonne attitude par rapport à la représentation de l'enfant. Voilà. Donc, ce divorce compliqué est au cœur du problème. Guillaume. Il dit que son ex-femme aussi a été interpellée pour disparition inquiétante de leur enfant de 3 ans. Et c'est Necfeu lui-même, c'est même pas son avocate qui signe ça. Donc évidemment, c'est une guerre. Il y a deux versions qui sont complètement opposées. Oui. Apparemment, c'est un divorce qui se passe très 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 mal dans tous les cas. J'ajoute très vite, que le parquet a communiqué sur cette affaire et dit que la plainte a été classée sans suite. Donc ça donnerait quand même aussi un autre éclairage. On va voir ça en tout cas. Oui, on va voir. Gilles Verdez, un moniteur, avant de parler de Slimane, un moniteur d'auto-école contrôlé en état d'ivresse. Alors ça, c'est un fait divers incroyable. Oui. Ça se passe à Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône. Oui. Et il accompagne un élève qui doit passer l'examen du permis de conduire. Donc il l'accompagne, il est en double commande à côté de lui. Et puis, fait du hasard, la brigade de gendarmerie motorisée de Villefranche va contrôler le véhicule. Et le gendarme ouvre la fenêtre et il dit il y avait quand même une énorme odeur d'alcool dans l'habitacle. Donc il se dit, je vais contrôler pas le jeune qui passe l'examen, mais le moniteur. Et le moniteur, effectivement, en double commande, avait 0,58 mg par litre expiré. Il était donc ivre. Donc ils l'ont arrêté immédiatement. Et la seule bonne nouvelle, c'est que le candidat a pu tout seul aller passer le permis et qu'il l'a eu. Voilà. Incroyable. Allez, c'est incroyable. Merci. Merci. On va parler de Slimane. Maintenant, Slimane qui était au Energy Music Awards. On va revenir bien sûr sur tout ce qui s'est passé lors des Energy Music Awards. On va revenir sur tout. Et bien sûr, on a toutes les infos. Gilles Verdez. Alors donc, la grande question, c'était est-ce que Slimane serait au Energy Music Awards ? On a appris donc qu'il allait aux répétitions jeudi. Et là, il y a quelque chose déjà de très intéressant. C'est qu'il va répéter. Et là, on vient d'avoir quelqu'un qui était à ces répétitions, qui a travaillé aux côtés de Slimane et pour la production, et qui nous dit... Nous voyons qu'il se passe quelque chose d'étrange, puisque quand il vient faire sa répétition le jeudi, ordre est donné à tout le monde de ne pas lui adresser le moindre mot. Il faut le laisser tranquille, ne pas s'approcher de lui. Donc dès le jeudi, il y a un climat de tension. Slimane décide... C'est pas de tension, c'est bon, il faut le... Voilà. Moment, c'est vrai qu'il y a cette histoire. Il faut le laisser tranquille. Oui. Il est avec son équipe, il arrive en avion, et à ce moment-là, il faut le laisser répéter tranquille. Alors, lui, c'est vrai que, globalement, il n'a pas parlé... Il s'est juste adressé à ses danseurs tout au long des répétitions et ensuite le lendemain, comme pour se conforter. Et ses danseurs et son équipe l'ont énormément soutenu. Voilà.
Alors, pendant tout le long, donc, il était avec son équipe. Alors, Slimane a d'abord versé quelques larmes à la fin de son interprétation de sa chanson. Regardez. Voilà, donc oui. À un moment, il avait été question que sa prestation soit enregistrée. Mais finalement, son équipe a dit on y va, on va sur la scène. oui. Et lui était d'accord pour ça. Donc on voit beaucoup d'émotions. Tenue noire, ornée d'une grande capuche. On voit qu'il a les yeux baissés. Il ne regarde pas énormément la foule. On sent qu'il est à la fois ému et concentré sur sa prestation. Alors, il a reçu donc le prix d'artiste masculin de l'année. Il n'a pas pu contenir ses larmes. A pris la parole, vous allez nous raconter tout ça. Regardez. Je voulais vous remercier du fond du cœur. Il a un goût particulier, celui-là. Merci à vous, merci d'être là dans la rue, merci d'être là dans les concerts. Ma fille, quand tu vas grandir, j'espère vraiment que tu seras fière de ton papa, je t'aime. Et papa et maman, je vous aime très très fort. Et sincèrement à mon public, pardon, d'un humain à plein d'autres êtres humains, merci du fond du cœur, merci beaucoup. Oui. Bon, énorme émotion. Alors il faut préciser que quand il est arrivé, il arrive sur le tapis rouge avec Vita, donc son ami. Ça témoigne aussi de cette volonté. C'est un amour, Vita. Voilà, ça témoigne aussi de cette volonté de le protéger. Et quand il parle après, évidemment, c'est un discours qui a été extrêmement pensé. C'est sa famille, sa fille, ses parents. Ça a été très difficile à vivre pour ses parents, notamment pour son père. Il s'adresse directement à eux, Slimane, il veut leur parler. Et puis, il s'adresse aussi à son public. Souvenons-nous, quand il était en difficulté, c'est ce qu'avait fait Kenji aussi. C'est une manière de se raccrocher au public. Et quand il dit c'est un goût particulier, cette récompense pour lui, elle est extraordinaire. Parce qu'il ne le savait pas, d'après mes infos, il n'était pas sûr, il ne le savait pas. Et le fait qu'il soit élu... Oui, Guillaume. Il a été massivement applaudi, on l'a vu après sa prestation et après son discours. Et ce qui se dit, c'est qu'en coulisses, l'ambiance était différente, qu'il n'y aurait seulement que 2 personnes qui l'auraient applaudi après sa prestation, que tout le monde parlait de ça en coulisses. Et Slimane, d'ailleurs, quand il est sorti de son hôtel, parce qu'il était évidemment, on l'imagine, très perturbé par cette affaire, lui qui est très proche de son public, il n'a pas pris le temps de s'arrêter et parler à ses fans parce qu'il est évidemment très touché par l'affaire. Ouais. Ah oui, Gilles. Il y avait une grande question aussi sur les remettants. L'équipe de Slimane s'est dit, si jamais on a un prix, est-ce que quelqu'un va vouloir nous remettre la récompense et tout? Donc ça s'est plutôt bien passé. Non, mais pour l'instant, les mecs, c'est normal que ça se passe bien. Ah oui. Moi, je vais vous dire, j'ai un petit souci aussi. C'est au niveau de l'article c'est le Parisien. Oui. Parisien. C'est ça. Il parle donc d'un technicien. Mais je pense que ce qui dérange aussi Slimane, c'est que Slimane, on parle d'un technicien. Je pense que Slimane, voilà, on dit des choses sur lui. Imaginons que ce soit faux derrière ou que... Alors, peut-être que le technicien dit vrai, enfin, il va y avoir une enquête, forcément. Mais imaginons, il y a eu beaucoup de choses quand même qui ont été mises sur la table. Oui. Sa vie privée a été jetée en pâture, en tout Sa cas. vie privée a été quand même mise en table. Slimane, c'est quelqu'un qui parle jamais de sa vie privée. Est-ce que derrière, ça va pas être gênant même pour Slimane, parce que Slimane, je crois, voilà, il parle jamais de sa vie privée, il est assez secret. Et là, quand même, on a déballé sa vie privée, quand même. Absolument, sur la place publique, Ah oui, y compris ses préférences sexuelles. Enfin, tout est déballé. Ah, c'est Donc, quand même voilà. c'est Alors un que bouleversement. Slimane, il parle jamais de ça. Jamais. Il est très pudique là-dessus. Donc, alors, l'enquête va avoir lieu, mais derrière, quand même, il y a quand même des grosses conséquences pour Slimane. Énorme. Voilà, c'est ça. C'est un séisme sur le plan personnel. Voilà, alors- D'où son émotion, d'où ses larmes, d'où sa fille, d'où sa famille. Où en est l'affaire, là? Alors l'affaire, le procureur attend les éléments des 2 côtés. C'est-à-dire que le procureur attend maintenant la communication des 30, on parle de 30 à 40 SMS et des 2 vidéos pornographiques qui auraient été envoyées par Slimane au moment où le technicien lui avait dit non et était reparti dans le bus. Pendant 2h30, le technicien dit « j'ai reçu de nombreux messages, des vidéos pornographiques ». Le procureur a dit « j'attends les éléments ».
Voilà, donc ça, le procureur va communiquer de Saint-Étienne. Et Slimane, ils disent qu'il y avait des échanges entre les deux. Des échanges entre les deux, mais absolument pas de harcèlement. Oui, mais là l'histoire, c'est que Slimane attend les messages de l'autre côté aussi. Parce que c'est trop facile d'avoir un parti et que l'autre ne veuille pas encore donner ses preuves à lui. Voilà, donc c'est ça. Donc oui, il y aura les deux messages. Les deux. Le procureur a dit, j'attends maintenant des éléments concrets. Donc pour ouvrir une information judiciaire, le procureur maintenant attend que les avocats des deux parties lui communiquent les messages. Voilà, à l'heure où on parle là, à ma connaissance, le procureur n'a pas encore, mais ça va se faire, c'est sûr. C'est sûr qu'il aura des messages et à ce moment-là, on verra la réalité ou non de l'affaire, Cyril. Voilà. Merci à tous. Et tout de suite, commissaire Magellan sur C8.